Salut les mélomanes et bienvenue dans ce troisième épisode d'Intermezzo. Aujourd'hui au programme, un compositeur français aux univers à la fois féeriques, fantastiques, exotiques. Je veux bien sûr parler de Maurice Ravel. Et pour commencer à parler de Ravel, un petit retour en 3 dates sur les faits marquants de sa vie. Première date, 1897. Et c'est une année importante pour le jeune Ravel puisque c'est l'année où il rentre au Conservatoire de Paris en classe de composition. Et c'est ni plus ni moins que Gabriel Fauré qui deviendra son professeur. Alors si son nom ne te dit peut-être pas grand chose, il est possible que tu connaisses une de ses musiques. Bref, revenons à nos moutons. Attention, c'est pas par rapport à Ravel et Fauré que je dis ça, c'est une expression. Bref, il est donc amené par la suite à participer au prestigieux prix de Rome, à la sortie du conservatoire afin d'y chercher une distinction lui assurant la célébrité et le succès. Voilà, ça c'était l'idée de départ. Sauf qu'à l'arrivée, Ravel y échoue 5 fois de suite, et en est même exclu lors de sa 5e tentative pour avoir dépassé la limite d'âge. C'est quand même la poisse. Bon, la date n'aura échappé à personne, en effet, la guerre est déclarée en Europe. Oui, sauf que ça tombe mal, qu'on se comprenne bien, une guerre ça tombe toujours mal, hein. Mais du coup ça oblige Ravel à s'interrompre en pleine composition de son trio pour piano, et il cherche donc, en bon patriote qu'il est, à s'engager. Oui, sauf que ça faisait déjà un bon moment qu'il était exempté de service militaire parce qu'il mesurait 1m61 et qu'il pesait à peine une 50aine de kilos. C'est un peu juste, hein. Mais bon, comme c'est Ravel, il finit par obtenir un poste de conducteur de camion et participe donc à la guerre. Malheureusement pour lui, il tombe malade en 1916, devant ainsi être opéré et donc démobilisé. Et comme si ça ne pouvait aller plus mal, au début de l'année 1917, sa mère décède des suites d'une maladie. Voyant ses amis mourir au front, ne pouvant plus servir pour son pays, et la perte de sa mère le plonge dans un silence durant lequel aucune œuvre de lui ne vit le jour. Et ce n'est qu'en 1919, soit 2 ans plus tard, qu'il finira par sortir du silence et publiera le Tombeau de Couperin. Ouais, je pense qu'on peut dire qu'il en a bavé. Et non, je n'ai pas choisi l'année de sa mort pour une fois. Et pour cause, l'année 1928 est une année qui marque le véritable tournant dans la carrière de Ravel. C'est cette année-là. Ah oui, super la vanne, hein, bravo, hein, du jamais vu. C'est donc en 1928 que Ravel nous donne ce qui sera son œuvre la plus emblématique, la plus critiquée, mais aussi la plus jouée, de toutes les œuvres classiques confondues, le fameux boléro. Oui, sauf qu'à la première représentation, les gens étaient quelque peu dubitatifs. Bah oui, parce que si on résume le boléro au premier abord, c'est quoi au final ? 15 minutes de crescendo orchestral, avec 2 thèmes joués en boucle, et un seul rythme répété 170 fois. Et oui, ça devait en déranger plus d'un à l'époque. D'ailleurs, quand lors de la première audition, une femme s'est écriée à la fin de la pièce « Au fou !», Ravel a répondu « Celle-là, elle a compris !» Bon allez, deuxième partie. Alors assez parlé du boléro et plongeons ensemble dans le cœur de la musique de Ravel. Et t'as plutôt intérêt de savoir nager parce qu'on va aller dans des eaux profondes. Cette métaphore est beaucoup trop filée. Non, parce que contrairement aux 2 zigotos qu'on a vus dans les épisodes précédents, Beethoven et Liszt, mais à eux deux ils ont écrit quasiment 1 millier d'œuvres. Sauf que Ravel il a pas fait dans la quantité lui. Non. À tout péter il a écrit une petite centaine d'œuvres. C'est ridicule tu vas me dire. Sauf que Ravel, il a fait dans la qualité. En effet, chaque œuvre de Ravel est unique et est écrite à la perfection. Je vais donc vous proposer 3 morceaux qui montrent chacun à leur manière une facette de la musique de Ravel. Alors c'est parti. Commençons par voir ensemble ce qui constitue une bonne partie de l'œuvre de Ravel, c'est l'exotisme. Alors l'exotisme en musique, c'est le fait de s'inspirer d'une musique venue d'ailleurs.
Et pour Ravel, c'est un excellent moyen pour lui de voyager. Et pour pas cher en plus. Il va donc écrire beaucoup de morceaux inspirés notamment par la musique espagnole. C'est une façon pour lui de se rappeler de son Pays basque natal. Un exemple, bien sûr, la 4e pièce des Miroirs pour piano, intitulée Alborada del Gracioso. Eh oui, espagnol LV3 mon gars, qu'est-ce que tu vas faire ? Mais l'exotisme qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'exotisme américain. En effet, les États-Unis restent encore un jeune pays à l'époque, tout comme leur musique traditionnelle. Et celle que Ravel entend dans les cafés parisiens à l'époque, c'est les débuts du jazz. Et il va passer beaucoup de soirées, certains diront trop, à en entendre et à apprécier cette nouvelle musique. Et il dira même lors de sa tournée américaine en 1928 « Vous, les Américains, prenez le jazz trop à la légère. Vous semblez y voir une musique de peu de valeur, vulgaire, éphémère. Alors qu'à mes yeux, c'est lui qui donnera naissance à la musique nationale des États-Unis. » Et on peut dire qu'il avait pas tort. Le bougre. Bon, sinon Ravel, il est pas allé aux États-Unis juste pour donner une petite conférence, hein. Non, pas folle la guêpe, hein. La break, l'arbitre. Au shot l'arbitre. Il y est surtout allé pour y faire jouer sa sonate pour violon et piano. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial cette sonate ? Eh bien, le second mouvement est un blues. Un blues en musique classique. Je sais pas si vous imaginez le truc. On écoute. Pour ce deuxième morceau, on passe vers l'une des grandes marques de fabrique du compositeur, c'est, comment dire, la poésie. Et oui, beaucoup de morceaux de Ravel sont souvent dans un tempo lent, souvent avec une longue et grande mélodie, souvent très simple, avec une harmonie souvent très riche, et tout ça est souvent très beau. Alors je pourrais vous citer la pavane pour une infante défunte, la passacaille du trio pour piano, une barque sur l'océan, Ondine, etc. etc. Mais j'ai décidé de vous faire écouter un autre morceau. Je vous ai choisi le second mouvement du concerto pour piano en sol, qui est l'une des toutes dernières pièces écrites par Ravel. Le deuxième mouvement commence par une très longue mélodie jouée au piano seul. Et on est dans un concerto pour piano, c'est-à-dire avec un orchestre. Et normalement l'orchestre y joue. Ouais, mais là l'orchestre y joue pas. Et Ravel il fait ce qu'il veut. Et on va voir ce que ça donne. Et pour finir, j'aimerais vous proposer un pan de la musique de Ravel qui leur a valu ni plus ni moins son plus gros succès, c'est son côté expérimental. Et oui, parce que le boléro était avant tout une œuvre expérimentale. Et Ravel, il aimait beaucoup les défis. Comme celui de faire par exemple un concerto pour piano écrit seulement pour une main. Oui, pour la main gauche. Et autre défi, celui qui nous intéresse aujourd'hui, écrire une sonate pour violon et violoncelle. Alors c'est à ma connaissance la toute première sonate pour violon et violoncelle dans l'histoire de la musique. Oui, parce que en général, quand on a un violon et un violoncelle,
on a souvent un piano qui les accompagne, pour former ce qu'on appelle un trio. Et ce petit coquin de Ravel nous fait croire qu'il n'y a pas que 2 instruments qui jouent. C'est le cas notamment du deuxième mouvement, à croire qu'il n'y a que des deuxièmes mouvements, j'adore les deuxièmes mouvements, c'est faux. C'est le cas du scherzo de la sonate pour violon et violoncelle, et on s'écoute ça tout de suite. La place qu'occupe Ravel dans la culture populaire aujourd'hui est inexistante en fait. Oui, parce que la seule chose auquel on le rattache, c'est pour son boléro. D'ailleurs, on dit tout le temps le boléro de Ravel. C'est vous dire. D'ailleurs, je soupçonne très fortement le nom d'un groupe de rock français, les Blaireaux de Ravel, de s'être inspiré de l'œuvre de Ravel. Voilà, bon, alors c'est juste une théorie. Mais je sais pas pourquoi, je la sens bien, moi je... Oui, bon, je sais, c'était un peu la misère quand j'ai écrit la dernière partie de l'épisode. Parce que franchement, y a pas grand chose sur Ravel, hein. Mais je vais pas vous laisser comme ça. Est-ce que tu te souviens de la pince à linge de Francis Blanche ? Mais si, on l'avait vu dans le premier épisode sur Beethoven. Eh bien, faut croire que la musique classique l'inspirait beaucoup parce que lui et son acolyte de l'époque, Pierre Dac, avaient fait un sketch sur le boléro. Alors ça date un peu, mais c'est toujours aussi drôle. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Parti pris, nous avons pris le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de prendre la parti. tête d'un parti Parti d'Henri. Oui, qui c'est soit le un parti peu comme de un tous ceux parti. qui n'ont pas pris de parti. Notre parti. Un parti d'Henri. placé au-dessus des Oui, partis. c'est le parti de En tous ceux qui bref, n'ont pas un pris de parti. parti. Notre parti. Oui. Parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Voilà, le 3e épisode d'Intermezzo est désormais terminé. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu, c'est le plus important pour moi. Moi je vous dis à la prochaine les Raveliens. Ciao.